Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart. À midi et demi, tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls de la séance boursière à la mi-journée. Avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques, économiques et surtout financières dans Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous reviendrons bien sûr sur les prises de parole des 4 grands banquiers centraux à Sintra dans le cadre du Forum économique annuel de la BCE. Jérôme Powell, président de la Fed, Christine Lagarde, présidente de la BCE, Andrew Bailey, gouverneur de la BOE et Kazuo Ueda, le gouverneur de la BOJ, ont participé ensemble à la même table ronde pour marteler et détailler leur stratégie de politique monétaire. On a notamment vu Jérôme Powell rappeler que le risque d'en faire trop peu reste à ses yeux prédominant aujourd'hui, notamment face à un marché du travail qui peine encore à montrer des signes de détente. Jérôme Powell qui a rappelé que 2 hausses de taux pouvaient encore être prévisibles cette année, dont une dès le mois de juillet. Christine Lagarde a de son côté rappelé que la BCE sera aussi persistante dans son resserrement monétaire que l'inflation pour atteindre l'objectif fixé de 2%, alors que lui était justement posé la question d'une potentielle révision à la hausse de cet objectif face à la difficulté annoncée par de nombreux économistes de revenir sur ce niveau cible. Nous reviendrons donc dans un instant sur les stratégies de banque centrale avec nos invités en plateau. Nous commenterons également les éléments macro qui nourrissent les marchés cette semaine. Les indicateurs en provenance d'Europe montrent un recul de l'activité sur le vieux continent, tandis que les indicateurs en provenance des États-Unis montrent plutôt une solidité de l'économie américaine. Parmi les statistiques publiées aujourd'hui, dont vous aurez d'ailleurs le résumé complet dans un instant, on note que l'indicateur de confiance des consommateurs en France ressort en progression au mois de juin, passant de 83 points au mois de mai pour 85 points donc au mois de juin. En revanche, en zone euro, la croissance des prêts bancaires aux entreprises et aux ménages ralentit une nouvelle fois. Celle-ci passe d'une croissance de 4,6% au mois d'avril à 4% au mois de mai, conséquence directe de la hausse des taux de la BCE. Et enfin, dans la dernière partie de Smart Bourse, dans Marché à thème, nous reviendrons sur les méthodes de rating ESG qui font face à la réglementation progressive du secteur, mais aussi parfois à l'incompréhension du grand public. Nous décrypterons les enjeux autour de ces ratings ESG avec Carmine Defranco, responsable de la recherche chez Osiam. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, des places européennes qui évoluent actuellement dans le vert. Oui, aux États-Unis, en revanche, le Nasdaq est à la peine sous l'effet des fabricants des puces américains sous pression. D'après le Wall Street Journal, les États-Unis envisagent de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle vers la Chine. Advanced Micro Devices et Nvidia reculent. A contrario, ASML et ST Micro en profitent. À Wall Street, Lordstown Motors creuse ses pertes après avoir atteint hier un plus bas historique en séance. Pour rappel, le constructeur de pick-up électrique a déposé hier une demande de mise en faillite cumulée à sa mise en vente. Claque boursière pour General Mills. Depuis le début de l'année, le titre a désormais perdu plus de 8%. L'entreprise américaine spécialisée dans le domaine agroalimentaire table sur un bénéfice annuel largement inférieur aux attentes. Le groupe est confronté à un ralentissement de la demande en raison de prix plus élevés. Et puis on surveille aussi le secteur bancaire alors que les résultats des stress tests de la Fed seront publiés aujourd'hui. On revient sur ce forum de la BCE dont on parlait en introduction. À Sintra, Jérôme Powell n'exclut pas au moins une hausse de taux lors des prochaines réunions. Et oui, il a réaffirmé que la plupart des membres de la Fed prévoient encore 2 hausses de taux cette année. Et il n'a pas exclu un relèvement supplémentaire en juillet. Et puis Christine Lagarde souligne ne pas voir encore suffisamment de signes indiquant que l'inflation sous-jacente a franchi un cap et qu'elle est sur une trajectoire descendante. En zone euro, à présent, le crédit aux entreprises et aux ménages a encore ralenti, Alix. Oui, selon les données de la BCE, elle est impactée par la hausse des taux d'intérêt et la récession du secteur manufacturier. Plus exactement, en mai, elle a ralenti à 4%. La croissance du crédit aux ménages est ressortie à 2,1%. La croissance de la masse monétaire y a pour sa part ralenti à 1,4%, ce qui est inférieur aux prévisions de croissance. En Italie, la baisse de l'inflation globale et de l'inflation de base en juin se traduit par une détente des rendements obligataires. Les chiffres préliminaires de l'inflation italienne montrent un ralentissement à 6,7 en juin.
Et enfin, le Japon est en passe de prendre des mesures pour soutenir sa devise, Alix. Et oui, ce mercredi, les autorités japonaises ont mis en garde contre la faiblesse persistante du yen. Elles affirment être prêtes à prendre des mesures appropriées en cas de baisse excessive de la monnaie nippone. Masato Kanda s'est adressé à la presse après la chute de la monnaie japonaise, tombée à un nouveau creux de 7 mois face au dollar. Et s'agissant des devises, toujours, on note par ailleurs que le dollar australien est en fort recul alors que l'inflation a décéléré en Australie. Voilà donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Pour évoquer ces actualités ce soir, nous avons le plaisir d'être tout d'abord avec Olivier de Béranger. Bonsoir Olivier de Béranger. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général délégué mais aussi directeur de la gestion d'actifs à la financière de l'Échiquier. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Stéphane Prévost. Bonsoir Stéphane Prévost. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la financière responsable et nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Aizé. Bonsoir Alexandre Aizé. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Richelieu Gestion. On va commencer évidemment par évoquer les stratégies des banques centrales avec vous, peut-être Olivier de Béranger. Bon, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que le message est martelé, encore et toujours martelé par les banquiers centraux de dire attention, nous restons dans un environnement de taux élevés à venir, et ce, quoi que veuillent en penser les marchés. S'il faut décrypter un petit peu ces prises de parole aujourd'hui, mais même les jours précédents des différents banquiers centraux. Oui, je crois que les banquiers centraux, et spécialement les banquiers centraux européens, américains, sont un peu agacés par le manque d'impact qu'ont leurs discours sur les marchés. Et c'est vrai depuis le début de l'année. Si vous regardez ce à quoi on s'attendait sur les taux américains, européens en début d'année, on a systématiquement été en dessous de ce qui s'est réalisé. Là, on attend une hausse des taux en juillet et à la Fed et à la BCE. Puis, et M. Powell et Mme Lagarde nous en promettent au moins une autre, si ce n'est 3 dans le cas de la BCE. Oui, parce que là, juillet est globalement actée de part et d'autre de l'Atlantique. Oui, elle est actée de part et d'autre de l'Atlantique, mais on voit que les marchés anticipent dès 2024 des baisses de taux importantes, que ce soit aux États-Unis, de l'ordre de plus de 100 points de base sur l'année 2024, et même en Europe à partir de mars 2024. Et ça agace les banquiers. Ça les agace et ils ne cessent de répéter. Non, on s'approche évidemment de la fin du mouvement haussier. On a assisté quand même à un des plus gros mouvements haussiers des taux de banque centrale, des taux directeurs depuis longtemps, mais probablement qu'il y aura un plateau, et ce plateau, le marché sous-estime la durée de ce plateau. Et je pense que la vérité est probablement entre les deux, c'est-à-dire que oui, il y aura une hausse des taux de la Fed en juillet, mais une deuxième en septembre, je doute un peu. Il faudrait vraiment que les chiffres de l'inflation ne baissent pas. Et si vous regardez un peu la composante de l'inflation américaine, ça vient essentiellement aujourd'hui du secteur des logements. Vous voyez, les loyers reconstitués dans les prix de tous les mois. Et là, normalement, on s'attend plutôt à une baisse. Donc, il n'est pas impossible qu'en juillet-août, on ait une inflation glissante aux États-Unis qui se rapproche de 3%. On a des taux à 5%. Si une hausse de taux, on sera à 5,25, une inflation à 3, ça paraît tout à fait raisonnable et ça paraît tout à fait captif pour diminuer les investissements. Pour autant, 3, c'est pas 2, et les banquiers centraux nous disent qu'ils resteront effectivement durs vis-à-vis de l'économie et notamment de leur politique monétaire tant qu'ils n'ont pas atteint un objectif de 2%. Comment expliquer cet optimisme un peu des marchés sur le fait que l'environnement de taux élevé qu'on connaît aujourd'hui ne restera pas si longtemps? Alors, je rappelle que le 2, c'est un chiffre un peu divin, mythique. Il n'y a aucune étude économétrique ou économique qui montre que 2, c'est mieux que 2,5, que 1,75. Donc, c'est un objectif essentiellement porté par la Banque Centrale Européenne, bien sûr, un peu moins par la Fed, qui dit proche de 2, mais enfin, on sent bien que 2,5, ça ne les gênerait pas tant que ça. Donc, en fait, si on est à 3 aux États-Unis à la rentrée, on est quand même très proche des taux acceptables pour la Fed. Là, on a un problème, c'est en Europe, puisqu'il y a une sorte d'engagement d'atteindre ce 2 qui, avec des taux à 4, va au mois de juillet, ça va mettre un petit peu de temps pour revenir. Donc on a, une fois de plus, on a une situation où l'Europe est un peu en retard. Elle était en retard pour le cycle de remontée des taux. Rappelez-vous que la première hausse des taux de la BCE date il y a un peu plus de 10 mois, c'est en septembre de l'année dernière, alors que la Fed avait commencé bien avant.
Avec peut-être des impacts sur la croissance qu'on commentera dans un instant. Stéphane Prévost, peut-être votre scénario, vous aussi, sur cette inflation effectivement toujours persistante, mais qui décélère, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Est-ce qu'on peut espérer qu'une inflation à 3% dans quelques mois aux États-Unis permettent à la Fed de donner un peu de respiration à l'économie, si tant est qu'elle en ait besoin, puisqu'en fait on voit qu'elle resserre sa politique monétaire, mais l'économie résiste. Nous, notre scénario est effectivement qu'on atteint cette zone des 3% en fin d'année aux États-Unis. D'accord. Fin d'année 2023. Oui, fin 2023. En Europe, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Donc on est complètement... Il y a les effets de base qui sont très favorables, mais il y a aussi une baisse des prix, des intrants, des matières premières. Il y a un certain nombre de facteurs explicatifs qui permettent d'avoir cet objectif et on voit bien que les actions menées par les banques centrales sont en train de payer à ce niveau-là et que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, les différents messages qui nous arrivent de Sintra ne font que conforter en fait la position et le discours des banques centrales qui ont donné cette visibilité au marché. Alors par contre, moi je ne crois pas du tout à les baisses de taux l'année prochaine. D'accord. Ouais. Je pense que les taux vont rester durablement élevés. Et là, il faut... c'est assez surprenant d'avoir ça au niveau de certains membres du consensus, certaines parties du consensus. C'est pas du tout nous ce que l'on pense. Ce qu'on cherche plutôt à voir, c'est le potentiel de rebond de la croissance que l'on peut avoir derrière, ou à quel niveau la croissance va se stabiliser après 2024. Visiblement des différents travaux, et on n'est pas sûr d'avoir une récession en 2024. En 2024. En 2024. Ça arriverait peut-être fin d'année 2024 aux États-Unis, mais c'est pas complètement acquis. Et d'accord. Ce serait pas forcément d'ailleurs dramatique, parce que si la récession est pas très profonde, la Fed aura les moyens de faire ce qu'il faut derrière. Et aujourd'hui, moi, je suis un petit peu marqué. Vous dites que les marchés actions ne faisaient pas grand-chose, effectivement, mais on est dans un trading range depuis quelques mois. Et en fait, on était revenu sur le bas du trading range en Europe. Et aujourd'hui, on a un peu d'upside là-dessus. Alors, je pense que le moteur, les deux points qu'il faut avoir en tête d'ici la fin de l'année, c'est effectivement qu'il y ait des confirmations de ce ralentissement de l'inflation en Europe comme aux États-Unis. A priori, aujourd'hui, ce scénario semble le plus probable. Et puis, il faut voir qu'avec cette inflation, aujourd'hui, on va avoir mécaniquement pour les entreprises qui ont des capacités à préserver leurs marges et qui ont une capacité à aller capter de la croissance, on risque même d'avoir des effets d'amélioration des résultats sur les rentabilités qu'on peut avoir en fin d'année. C'est-à-dire que même sur les BPA, la progression des BPA, on peut avoir un petit peu de potentiel au deuxième semestre par rapport au point actuel sur le marché. Alors, je ne vous parle pas de plus 10, plus 15%. Mais si je prends 2024, par exemple, le consensus qui est avec une progression des BPA de 7%, ça nous donne à peu près un upside de 5 à 6% sur les niveaux actuels, à peu près sur tous les marchés, que ce soit le S&P, les marchés européens, ou même le CAC 40. Vous prenez le CAC, on est aujourd'hui à 7200, enfin avec la hausse d'aujourd'hui, on n'est plus à 7250, mais on peut viser 7550 à la fin de l'année. 7280 exactement. Voilà, et ça, ces scénarios-là, c'est avec une progression qu'on a dans les indices de 4% des BPA. D'accord. Or, nous... Pour autant, là, sur la saison des résultats qui arrive, qui va commencer dans quelques jours, on est plus sur une attente de moins 6% des bénéfices des oui, parce qu'on voit encore le ralentissement qui est lié au ralentissement notamment dans l'industrie, parce qu'en fait, les services sont plutôt bien tenus et le ralentissement s'est fait sur les cycliques et notamment sur l'industrie. Et sur les services, il est un peu moins marqué. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on a quand même aussi des messages des managements des sociétés qui sont plutôt assez positifs et assez confiants, notamment sur la deuxième partie de l'année. D'accord. Donc, ce qui va compter, c'est vraiment cette capacité, dans la sélection de valeurs, d'aller chercher cette qualité d'exécution du management. Et donc... alors, il est clair que le fonds macroéconomique n'est pas forcément aujourd'hui très... il est plutôt laborieux, il est plutôt ennuyant, on va dire, parce qu'on va être coincé entre 0,5 et 1,5 de croissance sur toutes les zones, sauf les émergents et puis la Chine. Bien sûr. Mais
c'est là où, en tant que stock picker, on peut aller exercer notre sélection de valeur. Là-dessus, et après, effectivement, on écoutera Alexandre Aizé sur le sujet, mais on a évoqué la stratégie des banques centrales. J'ai envie de dire, votre prévision économique qui n'exclut pas une récession, même légère, voire technique, aux États-Unis en 2024. La résistance qu'on peut voir dans les indicateurs économiques éloigne ce spectre dans le temps, mais ne l'éloigne pas dans sa probabilité. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, alors au-delà de 2024, c'est compliqué. Bien sûr. On n'a pas les réponses. Mais ça reste un scénario. Les réponses là-dessus, ça reste un scénario possible, mais aujourd'hui pas d'une ampleur dramatique dans ce. D'accord. Donc et en fait, on voit bien les données statistiques qu'on a eues hier aux États-Unis. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais montrent bien une certaine stabilisation sur les niveaux actuels. On est plutôt à peu près rassuré sur les commandes de biens durables. Même l'immobilier a repris un petit peu. Et puis, on voit bien que côté du marché de l'emploi, ça, comme vous le disiez tout à l'heure, ça tient encore assez bien. Alors, peut-être que ça peut ralentir un petit peu plus tard, dans les prochains trimestres, mais pour l'instant, l'économie américaine, elle est quand même assez résiliente. Alexandre Aizé, beaucoup de sujets ouverts là, dans cette émission. On va commencer peut-être par les stratégies des banquiers centraux. Quels sont vos scénarios? Est-ce que vous êtes en phase avec ce que semble pricer le marché ou plutôt avec ce que vous entendez des gouverneurs de banque centrale? Alors, de toute manière, il va avoir une vraie différence entre l'action et le discours. Les banquiers centraux, c'est avant tout aussi de la rhétorique pour éviter de faire parfois plus pour que les marchés le prennent en compte. Pour que les marchés fassent un peu aussi à leur place, c'est ça qu'il faut dire. Oui. Le roi dans cet exercice, c'était Mario Draghi. Il annonce l'OMT, donc le plan d'urgence pour les États, notamment pour l'Italie. Il n'a jamais eu besoin de le faire. Et il avait fait refluer les spreads italiens de manière très conséquente sans avoir eu à débourser 1 euro. Donc la rhétorique, c'est vraiment important. Bon, la Fed est quand même très au fait dans cet exercice. Ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, on l'a rappelé, la désinflation est en train de se mettre en place. Est-ce qu'il faut aller plus loin? En fait, l'enjeu de la Banque centrale américaine, et je pense que tout va partir de la Banque centrale américaine, parce que le jour où elle arrête de monter ses taux, ça libère les autres banques centrales. Ça va libérer l'Europe, parce qu'elle va pouvoir continuer à monter ses taux tout en faisant monter son euro. Bien sûr, là, elle a du mal quand même à faire monter son euro. Si la Banque centrale américaine fait en même temps, finalement, ça n'a pas d'impact. Il faut absolument qu'elle fasse monter son euro. Ça va débloquer la Banque centrale du Japon, qui, elle, est dans une situation, il va falloir qu'elle soit en complémentarité, il va falloir qu'elle sorte de cette politique accommodante. Elle est en train de créer des bulles sur ses actifs, etc. Elle a des taux réels très négatifs, alors que l'inflation est en train de monter et que la croissance économique est bonne. C'est très dangereux. Donc, il faut qu'elle se débloque aussi. Et donc la stratégie de la BOJ serait à mettre en regard du fait que la Fed n'a pas encore terminé sa hausse de taux? Bien sûr, de toute manière, elle doit le faire, mais elle ne peut pas effectivement être, c'est une grande banque centrale, elle détient énormément d'actifs obligataires, et elle ne peut pas être aussi encore plus restrictive, parce que là, ça aurait un impact. Donc il faut qu'il y ait une complémentarité. Et puis l'autre banque centrale qui est aussi importante, c'est la Banque centrale de Chine, où là, on est dans l'inverse du Japon, c'est-à-dire que pour l'instant, elle ne peut pas être assez accommodante. Je rappelle que l'inflation en Chine, c'est 0. Bien sûr. Pas du tout. Elle ne peut pas être assez accommodante, parce que déjà qu'elle a son yuan qui baisse. Si elle mettait des baisses de taux, alors là, ça partirait complètement dans les limbes. Donc, elle doit attendre la Fed. Donc, la Fed, et ça, pareil, ça viendrait expliquer le soutien léger, entre guillemets, à son économie. De demain, s'il y a un soutien, en tout cas des baisses de taux, en fait, on va avoir une dépréciation du yuan qui serait pas tenable. Donc, en fait, le point central, c'est la Fed. Donc, il faut regarder quasiment que la Fed. Après, pour nous, on va regarder l'euro, et l'euro, on a un vrai sujet. C'est pour ça que, en tout cas, en Europe, on va avoir une vraie problématique sur la fin de l'année par rapport à une banque centrale qui n'arrive pas à gérer une mission qui est la seule mission que Christine Lagarde a rappelée, notamment lors du G7 au Japon. Nous, on n'a qu'une seule mission, c'est l'inflation. La Fed, elle a le plein emploi et l'inflation, la croissance économique. Nous, on n'a que ça, c'est un peu des ayatollahs de l'inflation. Donc ça s'explique. Et donc la Fed veut quoi? La Fed, contrairement à Bernanke qui était le pro de la déflation, Powell, lui, il veut le pro de l'inflation, et il n'a qu'une seule référence historique. Bernanke avait le Japon, c'est les années 70. Et l'erreur des années 70, c'est quoi? D'avoir monté ses taux trop haut, l'inflation rebaissant avec une récession économique arrivant, on rebaisse les taux, et puis on fait un peu le yo-yo sur 10 ans. Et à chaque fois, il y a eu des vagues d'inflation, et à chaque fois que la croissance économique est repartie, ça a recréé de l'inflation qui était ingérable jusqu'à l'épisode Volcker où il a fallu monter ses taux à 16-17%. Donc c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Donc il faut faire quoi? Il faut monter ses taux le plus haut possible, mais sans avoir à les rebaisser. C'est-à-dire que quand le marché price des baisses de taux l'année prochaine,
en fait, ils price aussi une ou deux hausses de taux supplémentaires cette année. Bien sûr, un pic avant de redescendre. Il faut absolument, toute sa stratégie, c'est ne pas avoir à faire de baisse des taux, qui sera un très mauvais signal. D'accord. Donc, c'est pour ça que, pour moi, en tout cas, il va monter une fois, avoir un discours très restrictif en disant attention les marchés, vous y croyez pas, etc. Et puis garder ses taux jusqu'effectivement. Je pense qu'il y a un point central l'année prochaine, c'est les élections présidentielles américaines. Le plafond de la dette, il a été reculé jusqu'aux élections. Enfin, tout est fait pour que jusqu'aux élections, ça se passe bien. Et puis après, advienne que pourra. Donc la stratégie, c'est de repousser au maximum le pic de hausse des taux de la Fed. C'est ce qu'il faut comprendre. Pour ne jamais l'atteindre, effectivement, et rester sur un plateau. Et pour les marchés, les baisses de taux seraient très négatifs. Ça a toujours été, puisque ça voudrait dire si la Fed baisse ses taux, c'est pas que l'inflation est revenue à une situation où à moins de 1%. Ce ne sera pas le cas, mais ce serait que la raison sera un vrai problème économique, comme on a eu un moment pour les banques régionales, donc ce sera un très mauvais signal. Donc il faut absolument que les taux restent à ce niveau-là, 5,25, 5,50, la fourchette. Et puis, c'est assez restrictif. Les taux réels, alors c'est un peu compliqué, mais les taux réels sont à peu près seront à 2%. Donc c'est assez restrictif parce qu'on est bien au-dessus du taux de croissance potentiel. Et donc, il y aura une croissance molle, et c'est absolument ce que veut la Fed. Quand on étudie la croissance macroéconomique, c'est ennuyeux, c'est mou, mais c'est le cas idéal. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas de surchauffe comme en 2022, et évidemment surtout pas de grosse récession. Donc c'est être dans une situation, ce qu'on appelle de boucle d'or, la soupe ni trop froide ni trop chaude, et c'est absolument ça. L'Europe, elle, c'est beaucoup plus compliqué et il y a de quoi s'inquiéter. Alors, juste avant de passer à l'Europe, un petit mot quand même. Du coup, si on est dans cet exercice de rhétorique, de communication, quel signal ça envoie une Fed qui marque une pause et qui, juste après, prévoit déjà de rehausser ses taux en juillet? C'est dire, attention, la pause est de courte durée, mais globalement, il faut s'attendre à ce qu'on reste restrictif, c'est ça? Oui, ça veut dire qu'on est capable de le faire. D'accord. Parce que la crainte, quand même, je parlais des années 70, c'est une autre vague. Parce qu'à chaque fois, si l'économie repart trop fort, justement, il y a eu une petite crainte. Quand on voit l'immobilier repartir, on se dit mince, c'est pas assez, l'inflation va repartir, on est encore en surchauffe. C'est que le marché ait peur d'une hausse des taux. Parce que franchement, le cas le plus dramatique, ça serait que on voit bien, là, finalement, on est dans une fenêtre, c'est super, on a l'inflation, on est à l'inverse de ce qu'on a vu en juin l'année dernière, où on voyait des inflations un peu hautes, et puis elles étaient encore plus hautes, etc. Là, les surprises, elles sont à la baisse. C'est un peu, à chaque fois, ça rassure. Le jour où ça commence à remonter, là, on pourra. Et là, on aura peur. Et la Banque centrale dira mais ne vous inquiétez pas, moi, je vais monter mes taux. Et donc, il faut absolument. Ce plateau, il va se faire à chaque fois avec la Fed qui va dire mais si l'inflation remonte, je monte mes taux. Mais je suis prête. Surtout par rebaisser. C'est l'erreur des années 70, après, avec 10 ans d'une situation pour les marchés, pour l'économie qui a été perdue. Un mot sur l'Europe, toujours avec vous, Alexandre Aizé, avant de repasser la parole à Olivier de Béranger. Alors, effectivement, la croissance de l'Union européenne n'est pas dans le mandat de la BCE, mais il faut quand même qu'elle le prenne en compte au vu des... Jamais, elle ne le prendra jamais en compte. En fait, on est passé avec l'ère Christine Lagarde, on est revenu, et puis cette inflation qui est en train de revenir, on est repassé à l'ère Trichet d'une certaine manière. Je rappelle Jean-Claude Trichet, il a monté ses taux parce que c'était vraiment, oui, des notes préconites, il y a de l'inflation, on monte ses taux. Et là, c'est un peu pareil, et elle l'a dit et elle l'a martelé, il n'y aura pas de baisse des taux avant que l'inflation soit au-dessous de 2%. Pour qu'en Europe, ça soit de 2%, il faut attendre au moins 2025. Il y aura pas, parce qu'il y a un effet retard, il y a une inflation des salaires qui est en train de se mettre en place, il y a une spirale prix-salaire. Et là, on est dans une situation où nous, on vise au moins 2 hausses de taux, encore cette année, donc juillet et septembre, pour arriver à 4% quand même. Et c'est pas dit que ça ne continue pas encore. Alors, évidemment, ça va impacter la croissance. Mais en fait, c'est assez amusant, c'est une anecdote, mais je relisais des journaux des années 70, c'était en 74, et en fait, quand il y a eu l'inflation, le moyen, c'est de baisser la consommation. Il n'y a qu'un seul moyen, il faut taper sur la consommation, qu'elle soit des ménages ou des entreprises. Donc, évidemment que le sujet, c'est de ralentir la croissance, et la hausse des taux, de toute manière, ça doit être une solution. Après que c'est une solution pérenne, ça c'est encore autre chose, mais et là, le retard, la crédibilité, c'est compliqué pour la Banque centrale, il faut qu'elle reprenne la main sur sa crédibilité, elle est beaucoup moins crédible que la Fed. Olivier de Béranger, donc il y a effectivement un sujet confiance des marchés. On reboucle sur la question initiale finalement qui était la confiance des marchés. Mais alors vos scénarios dans ce contexte actuel, si on prend en compte effectivement les sujets croissance, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Alexandre, j'ai un petit bémol sur ce qui vient d'être dit, c'est
Ce qui est important, c'est pas l'inflation. C'est pas le fait que parce que le baril de pétrole a explosé à cause de la guerre ou parce qu'il y a eu le Covid et qu'il y a une réouverture qui a créé une hausse de prix. Ce qui est important pour une banque centrale, c'est l'ancrage des attentes d'inflation. C'est est-ce qu'elle est crédible en faisant croire et persuader le consommateur, l'investisseur, l'entrepreneur que les taux d'inflation vont revenir à la normale à un moment ou un autre. Et là, pour l'instant, l'exercice, il est réussi. Pour la Fed. Pour la Fed. Pour la Banque centrale, si on regarde les points morts d'inflation en zone euro, ils sont à 2,5. Hein. Ça va, c'est pas 2,5, c'est proche des fameux 2% mythiques. Bien sûr. Oui. Donc ça veut dire que le marché et les intervenants économiques y croient, contrairement aux années 70, où ils y croyaient pas du tout, jusqu'à ce que Volcker y aille à coup de 200 points de base toutes les 6 semaines. Donc là, pour l'instant, c'est réussi. La difficulté, effectivement, ce serait de faire une baisse des taux qui doivent être annulés 6 mois après. Ça, ce serait un drame, parce que ça voudrait dire que les ancrages d'inflation seraient plus stables, puisqu'on se dirait, les banques centrales, finalement, elles ne maîtrisent rien, elles se sont trompées, et ainsi de suite. Mais quand on reboucle ça avec la croissance, et puis pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur les BPA, je rappelle que la meilleure explication sur long terme de la croissance des résultats des entreprises, c'est la croissance nominale. C'est croissance plus inflation. Donc on va avoir une inflation moyenne en zone euro autour de 4%, 4,5% même cette année. Si on fait 1% de croissance, normalement les chiffres d'affaires, ils prennent tous 6%. Et donc s'il n'y a pas trop de pression sur les marges... S'ils ont réussi effectivement à passer les prix et à conserver leurs marges, c'est tout le sujet. Et c'est quand même, en moyenne, c'est pas simple, mais en moyenne, il y a des secteurs qui vont réussir à le faire. On voit qu'il y a des secteurs très cycliques comme la chimie, qui étaient mal couverts sur le prix des matières premières et de l'énergie, qui n'ont pas réussi à le faire. On voit qu'il y a d'autres entreprises qui ont réussi à le faire. Donc, je dirais que c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour nous, stock pickers, parce qu'on va revenir un petit peu dans le entreprise par entreprise et plus par grande masse et entreprises soumises à des aléas macroéconomiques. Avec un défi quand même, c'est qu'en début, quand il a fallu passer les premières hausses de prix, finalement tous les secteurs ont pu le faire. Là maintenant, il va vraiment falloir sélectionner, effectivement, regarder quels secteurs vont pouvoir le faire et conserver leur marge. Mais après, bon... Sauf que les intrants sont plutôt en train de baisser. Oui, c'est ça. L'énergie est au plus bas, sauf que le prix des transports, qui était astronomique, est revenu au prix pré-Covid. Donc finalement, ceux qui ont pu passer des hausses de prix, ils ont peut-être bloqué des niveaux de marge exceptionnels pour les 3 prochaines années. C'est quand même ça aussi qu'il faut voir. Il faudra regarder entreprise par entreprise. Et la variable salaire dans tout ça ? Alors la variable qui est justement le niveau d'inquiétude quand même de Christine Lagarde. Si on regarde les États-Unis, on voit que ça se calme sur les hausses salaires très nettement depuis le début de l'année. C'est toujours un peu tendu sur le dernier quartile, c'est-à-dire tout ce qui est hôtellerie, restauration, services. On a toujours des hausses de salaires qui sont entre 5 et 7%, donc plutôt élevés. Mais les quartiles supérieurs, ils sont entre 2 et 3, donc ils sont un peu supérieurs à ce qu'il y avait en moyenne avant, mais ils ne sont pas sur des niveaux de stress. En Europe, c'est un peu différent, puisque comme on est toujours retardé par rapport à tout, c'est cette année que je pense que les salariés vont être les plus agressifs sur les demandes d'augmentation de salaire. Donc, comme on est toujours un peu late cyclical par rapport aux États-Unis, on va voir ces discussions difficiles. Il y a certains pays, comme la France, qui ont mis des primes exceptionnelles qui peuvent permettre de couvrir une partie de ce choc d'inflation, mais on voit en Allemagne, les discussions vont pas être simples. Mais donc, après, les hausses de salaire sur les 15 dernières années en Europe, quand on avait une inflation entre 0 et 1%, c'est 2,5 par an. Hein. Donc si on est à 4 avec une inflation à 4 en moyenne, en termes réels, c'est une perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Hein. Donc c'est plutôt bon pour les marges. Stéphane Prévost, effectivement, tout a été dit. C'est ce qu'il faut comprendre. Je suis assez d'accord avec ça. C'est la boucle prix-salaire, c'est un élément à surveiller. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'indication d'emballement en Europe continentale pour l'instant sur le sujet. Je mets à part le UK parce qu'il y a des éléments structurels qui font que là, il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème qui se pose. Mais pour l'instant, sur l'Europe, on n'a pas encore d'éléments d'inquiétude par rapport à ça. Donc, je pense que le fond est plutôt intéressant. Alors, un mot peut-être de la saison des résultats qui va s'ouvrir aux États-Unis. On peut recommencer avec vous, Olivier de Béranger, et faire le tour. Qu'attendre de cette saison ? Stéphane Prévost, on a déjà dit un mot tout à l'heure. Alors, effectivement, on a des bénéfices qui sont attendus en baisse de l'ordre de 6%, si je ne dis pas de bêtises, puisque à chaque
plus on s'approche de la saison des résultats, plus on se rend compte que les analystes redeviennent de plus en plus optimistes, même si j'entendais un invité nous dire qu'on est plutôt actuellement dans la saison des warnings avant que la saison des résultats commence. Mais qu'attendez-vous de cette saison des résultats ? Finalement, ça va valider encore l'idée que l'économie américaine résiste bien. Probablement, on verra, mais ce qui est particulier, c'est que les indices boursiers ne sont pas forcément tirés par les entreprises qui ont la dynamique bénéficiaire la plus forte. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ce sujet a été évoqué maintes fois ici, mais il y a une concentration des indices qui est énorme. Si vous prenez les 15 premières valeurs en Europe, bien sûr, du stock 600, ça explique 45% de la hausse depuis le début de l'année. Aux États-Unis, ça explique 105% de la hausse. Et en Asie, hors Japon, ça explique 125% de la hausse. Donc en fait, la hausse des marchés, elle est concentrée sur 15 boîtes, quelle que soit la région du monde. Donc c'est un risque pour les indices, mais ça ne veut pas dire que c'est un risque pour les autres actions qui, elles, bien sûr, oui. N'ont pas eu cette extension de multiples que les grandes sociétés ont eu depuis le début de l'année. C'est 15 titans par zone géographique. Donc il y aura de la place pour faire son marché. Après, la difficulté, c'est qu'on voit bien que la qualité des résultats, et je parlais des cycliques et de la chimie tout à l'heure, est surtout due au management des entreprises, à la couverture de l'énergie, des intrants, des matières premières. Et ça, c'est quand les résultats tombent qu'on voit qui était couvert et qui ne l'était pas. Donc il n'y a pas qu'un sujet, effectivement, activité, mais il y a toujours un sujet gestion de cet environnement complexe et parfois incertain, notamment en matière d'intrants, de matières premières. C'est ce qu'il faut. Absolument. Et ce qui est vrai aussi, c'est que le secteur manufacturier a déjà plutôt pris le choc. Donc on s'attend plutôt à pas de mauvaise surprise. C'est plutôt le secteur des services qui caracolait un peu en haut des indices, où là, ça va être un peu plus compliqué, à cause quand même des hausses de salaire dont on a parlé tout à l'heure. Mais alors, quand on est stock picker et qu'on a 15 valeurs qui font la tendance d'un indice et qu'on a une saison des résultats qui arrive, qu'on attend effectivement de voir si certains titres ou en tout cas certaines entreprises ont suffisamment bien performé, comment est-ce qu'on gère ça, sachant que effectivement, est-ce qu'on va le revoir dans le cours de la valeur du titre en question, est-ce que ça va porter une dynamique supplémentaire? On peut se poser la question. C'est vrai que sur le premier trimestre, le price action, c'est-à-dire la réaction des entreprises à la publication de leurs propres résultats était un peu décevant. C'est-à-dire que si vous ratiez le consensus, c'était moins 10, moins 15 minimum le tarif. Et quand vous faisiez juste le consensus, c'était entre moins 3 et moins 5. Il fallait vraiment, pour avoir une dynamique de prix d'action en hausse après votre publication, il fallait vraiment battre le consensus de manière assez nette. Pourquoi ? C'est parce que les flux sont concentrés sur ces valeurs les plus importantes. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter, puisque la hausse de 15%, entre 12 et 15% des indices depuis le début de l'année, elle est due à ces 15 titres et elle est due à des extensions de PE, c'est-à-dire on paye plus cher 1 euro de BPA qu'en début d'année. Donc il y a quand même un moment où ça pourrait s'arrêter et redonner un peu plus d'espace au stock picking. Mais pour l'instant, 2022 n'était pas une très bonne année pour le stock picking. 2023, on va dire que c'est moyen en ce début d'année. C'est moyen, alors même qu'en début d'année, c'était l'année des stock pickers, Stéphane Prévost. Oui. Quelle attente de cette saison des résultats, effectivement, et comment on navigue dans ce marché où on peut avoir toutes les meilleures idées du monde, effectivement, quand la thématique intelligence artificielle arrive, ça bénéficie à 15 sociétés dont on estime que demain, potentiellement, elles pourraient en tirer un bénéfice. En fait, quand on est stock picker, par nature, on va s'éloigner de l'indice. Donc on aura quelques valeurs qui peuvent être effectivement bien identifiées par le marché parce qu'il y a un track record, du management qui délivre des résultats de façon régulière, donc une stratégie bien mise en œuvre. Je pense à LVMH bien sûr, ou ce type de valeurs qui sont présents dans beaucoup de portefeuilles de qualité, mais alors avec des pondérations qui peuvent être très différentes. Et le reste du portefeuille, si vous voulez, quand même, sur l'Europe, nous, on a à peu près 30-35 valeurs. C'est le calibrage que l'on a sur les portefeuilles. On a un overlap avec l'indice qui est relativement faible. D'accord. Mais c'est vrai que en ce début d'année particulièrement, on a réussi, nous, à avoir une performance qui était à peu près égale à celle des indices, ce qui, pour nous, est un petit peu décevant compte tenu de la qualité de la sélection de valeurs. Et on pense vraiment que c'est sur le deuxième semestre où cette exécution va payer, et très exactement pour les raisons qu'Olivier a indiquées. Des flux
plutôt concentré et un marché qui avait besoin d'être quand même assez rassuré. Des intervenants qui étaient quand même très pessimistes en début d'année, il faut le dire. Il y avait vraiment un excès de pessimisme, notamment sur les cycliques. On parlait vraiment de probabilité de récession beaucoup plus forte et les risques ne se sont pas matérialisés. Au contraire, le fond et le cadre global, finalement, a été plutôt plus positif que ce qu'on pouvait penser. Mais il faut dire aussi qu'on sortait d'une période où le discours des banques centrales avait quand même été très changeant, très volatile. Bien sûr. Et vous vous souvenez, un été, on nous dit que l'inflation est temporaire. Ensuite, elle n'est pas très... Ça a duré plus qu'un été, mais oui, effectivement. Il a fallu restaurer quand même pour les opérateurs cette confiance dans le discours des banquiers centraux qui avait quand même été mis à mal après en 2022. Ça veut dire que quand on est stock picker, on ne peut pas totalement mener une stratégie de gestion en s'affranchissant des méga caps si on veut aller chercher de la performance et bénéficier quand même de certaines tendances. En fait, la structure de l'alpha, on va aller la chercher compte tenu de la configuration que l'on a au niveau des différentes économies, parce que les champions européens vers lesquels ou les pépites vers lesquelles on souhaite aller, leur marché est mondial. Bien sûr. Donc on va s'attacher à regarder un petit peu la sensibilité géographique des différents business, mais on va aller chercher quand même aussi dans ce qu'on appelle la qualité du management, c'est-à-dire la capacité à mettre en œuvre la stratégie. Derrière, ça se traduit en liaison avec le scénario macroéconomique, peut-être par un pied défensif du portefeuille. Quand je dis défensif, c'est vraiment protéger quel que soit le cycle économique au niveau du chiffre d'affaires. Un pied peut-être plus résilient et un autre pied du portefeuille, 3 piliers, si vous voulez, un tiers. Ouais. Et on va piloter le poids de chacun de ces piliers en fonction de ce que nous dit l'économie et les résultats des entreprises. Et aujourd'hui, on est plutôt en train d'augmenter légèrement le poids des cycliques pour les raisons qu'on a évoquées. Des impacts qu'on va avoir de la baisse des intrants et des coûts et du pricing power qu'on va avoir qui vont être plus favorables sur le deuxième semestre. Mais on garde quand même une partie du portefeuille défensive et résilient parce que on sait très bien que l'économie américaine ne sera pas à 2,5 l'année prochaine et que le ralentissement chinois aussi pèse pour les valeurs exportatrices en Europe. Donc on a besoin de gagner en visibilité pour remettre derrière plus de risques dans la capacité du portefeuille à générer de l'alpha. Alexandre Aizé, question peut-être un petit peu provocatrice, mais quand on fait de la gestion active, ça a encore du sens de regarder les indices ? Effectivement, le sujet, c'est que évidemment qu'il faut regarder les indices parce que c'est ce que nos clients regardent et que les grands institutionnels et les trackers, qui sont quand même maintenant une énorme partie, les trackers font de l'indiciel passif, donc évidemment. Mais c'est vrai que quand vous regardez le S&P, si 25-30% c'est les GAFAM, il faut quand même avoir une idée sur les GAFAM. Si vous regardez l'Eurostock, c'est les granolas, donc les GlaxoSmithKline, etc. Enfin bref, c'est 25-30. Et puis quand vous regardez le CAC, c'est les fameux calls qui est Kering, LVMH, L'Oréal et Hermès. Donc il faut avoir cette idée-là. C'est vrai que j'ai en face de moi des stock pickers, donc ils s'éloignent de ces valeurs-là. Ils vont plus vers des plus petites valeurs. Et donc l'indice les intéresse moins en tout cas, mais ils se comparent par rapport aux indices et je dirais même à l'industrie des trackers. C'est ça qui est le plus compliqué dans nos métiers. Bien sûr, parce que finalement, entre un tracker avec des frais très faibles et de la gestion active, il faut quand même qu'à un moment la différence se fasse. Donc il n'y a pas le choix de s'éloigner. Et en termes de poids, c'est-à-dire que les poids sont devenus tellement importants que vous ne pouvez pas avoir des valeurs à 8-10% dans votre portefeueuille. Donc vous diversifiez et c'est de plus en plus compliqué de faire de la gestion active. Alors il y a différentes manières de le faire. Il y a soit effectivement faire du picking, aller voir les entreprises et d'y croire des projets à long terme. Donc vous faites un peu fi parfois de l'économie actuelle, même si ça peut changer la vision d'une entreprise. Et puis la deuxième chose, c'est essayer en termes sectoriels. Vous parliez de l'intelligence artificielle, évidemment que c'est un game changer très, très fort pour les secteurs. Et là, ça vous oriente peut-être vers d'autres entreprises que vous n'auriez pas regardé forcément en stock picking, mais qui, effectivement, vont faire de la croissance de manière plus importante grâce à un changement stratégique ou une révolution technologique, quoi. Donc la gestion active, elle doit être à côté de la gestion passive de toute manière. Il n'y a pas
n'y a pas un des... Il n'y a pas d'opposition, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas d'opposition. C'est des modes de pensée complètement différents. Et donc, dans un portefeuille à long terme, des modes actifs purement sur les actions ou en allocation d'actifs, où vous gérez des bons, des obligations, du cash en termes géographiques, là, vous orientez vers une diversification et c'est aussi de la gestion active que vous pouvez effectuer. Et alors justement, sur ce que vous pouvez regarder sur les marchés, ce qui vous interpelle, ce qui vous alerte, comment est-ce qu'on aborde le sujet obligation dans une stratégie de gestion? Est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui au vu des niveaux de performance que ça peut offrir, notamment quand on parle d'investment grade ou autre? Alors, on ne peut pas s'en passer parce qu'on ne peut pas avoir que de l'action en portefeuille. Bien sûr, On n'a pas les mêmes durations, effectivement, et la même sensibilité à la volatilité. Donc, le tort, c'est à un moment d'avoir appelé, mais tout, c'est la réglementation l'a induit, c'est d'appeler des fonds prudents obligataires, alors que c'était des profils obligataires et pas des profils prudents. Donc, en 2022, ça a été un peu la claque pour tout le monde, où les clients se sont rendus compte que sur des profils prudents, vous pouviez perdre 15%, ce qui était... Mais ce qui est assez incroyable maintenant, c'est qu'enfin, alors, la douche a été quand même très froide, mais enfin, vous pouvez construire des portefeuilles à moyen terme avec des actions et à côté des obligations qui vont permettre d'avoir une vraie diversification avec des niveaux de rentabilité qui sont certes, malgré tout ce qu'on peut lire, plus importants sur les actions, mais avec des niveaux de rentabilité entre 4 et 6, 7% pour les plus risqués sur l'obligataire. Avec une visibilité, c'est ça qui est incroyable. C'est important cette précision, c'est-à-dire qu'on voit de la performance revenir sur l'obligataire, mais c'est pas pour autant que ça devient un concurrent en termes de performance des marchés actions, c'est ça? Bah oui, c'est ce qu'on essaye de vendre actuellement. Je vois des articles dans la FT en disant les actions, mais non, les actions, il y a une rentabilité, il y a de la croissance quand même. Enfin, je veux dire, c'est l'obligataire, vous avez 5%, vous avez 5% à vie si ça fait pas défaut. Donc, il y a d'un côté, vous avez le côté sur les actions optimistes, il faut que ça fasse de la croissance, et l'obligation, quand vous faites de l'allocation active, l'obligation, vous avez le côté optimiste pourvu que ça fasse pas défaut. Donc c'est deux raisonnements complètement différents, et on voit que même avec ces raisonnements, c'est complémentaire. La seule chose, c'est qu'avant, l'obligataire, les gens en avaient, mais ça versait du 1 ou 2%, donc il n'y avait pas de place au risque. En tout cas au défaut, etc. Et là, ça vous verse finalement du 4, 5, 6% avec une visibilité qui vous permet d'avoir un matelas, comme il y a très longtemps, quand j'ai commencé dans les années 90, on gérait en CCPI, donc vous savez, avec des matelas où on pouvait prendre du risque, ce qui était impossible depuis 10 ans. Enfin, on peut mettre des stratégies à long terme avec ces couvertures, et donc pour le client, c'est en tout cas pour la gestion diversifiée, c'est assez fantastique. Il nous reste un tout petit peu plus de 2 minutes, Olivier de Béranger, en 1 minute. Quels sont les sujets dont on n'a pas parlé, qui vous alertent, que vous regardez sur les marchés en ce moment? Peut-être juste pour confirmer le point d'Alexandre, le marché obligataire et particulièrement le marché des obligations privées, donc des obligations d'entreprise et même du high yield, offre une qualité de gisement pour un rendement attendu qui est vraiment intéressant. On a eu des années avec des taux à 0, voire négatifs, ou des taux à 1 ou 2%, comme disait Alexandre, en prenant beaucoup de risques, et de duration et de signature. Là, vous avez sur du marché, le haut du WB en Europe à 5 ans, vous avez 6-7% de rendement. 6-7% de rendement à 5 ans, c'est quand même un placement qui commence à être très intéressant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est construire des portefeuilles mieux diversifiés avec du portage, c'est-à-dire que le simple fait qu'il ne se passe rien est une bonne nouvelle, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et puis, même si vous trompez sur le timing, ce portage vous permet de corriger vos erreurs. Je vais vous donner un exemple. Nous, on est passé très positif sur le crédit high yield il y a exactement 1 an, le 1er juillet de l'année dernière, ce qui était plutôt une erreur tactique, puisque les taux ont continué à monter plus fort, plus vite, que les spreads de crédit se sont écartés. Mais 1 an après, vous avez un total return de 6% sur le high yield, de 4% sur des obligations hybrides et de 2,5% sur l'investment grade. Ça veut dire que vous avez fait mieux que vos assurances vie en euros, quelle que soit la date auquel vous avez. Donc prendre en compte les fonds obligataires à échéance, c'est ça qui... Fonds obligataires à échéance, portefeuille diversifié, qui ont du high yield ou de l'investment grade dans leur composition. Et ce qui change énormément, c'est que vous pouvez parquer du cash sans que ça vous coûte de l'argent, et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est game changer. Stéphane Prévost, on va finir avec vous. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué, que vous regardez spécifiquement dans le marché? Pour la financière responsable, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué. On a parlé beaucoup de finances, on a parlé de stratégie. On n'a pas parlé de responsable. Je vous rappelle qu'au 30 juin,
pour les fonds qui sont article 9 et article 8, vous avez des obligations de publication, des nouveaux formats de reporting. Bien sûr. Qui doivent expliquer aux clients la notion d'investissement durable pour les fonds article 9 et puis la prise en compte du principe de double matérialité à partir des principales incidences négatives, des valeurs que vous avez mis en portefeuille et des incidences positives. Et donc les reportings extra-financiers sont très attendus par les législateurs, notamment, puisqu'on était sur la base déclarative. Donc là, je pense que les clients vont avoir beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses intéressantes à regarder dans le travail et les contributions des différents opérateurs, des différents asset managers, pour la finance durable. Donc là, il y a un virage important qui s'annonce dans les 2 jours à venir. Eh ben, on n'aurait pas pu imaginer meilleure transition pour la partie suivante de Smart Bourse qui s'intéresse justement à la réglementation et au rating ESG. Merci beaucoup Olivier de Béranger, directeur général délégué et directeur de la gestion d'actifs à la financière de l'Échiquier. Merci Stéphane Prévost, directeur général de la finance responsable. Et merci Alexandre Aizé, directeur des investissements chez Richelieu Gestion. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons tenter de comprendre ensemble les enjeux autour des ratings ESG, notamment face à cette réglementation justement du secteur. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Carmine De Franco. Bonsoir Carmine De Franco. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes responsable de la recherche chez Osiam. On va peut-être redéfinir ce dont on parle pour que tout le monde comprenne bien. De quoi parle-t-on et à quoi servent les ratings ESG ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui sur le marché on trouve une grande variété de ce qu'on appelle de rating ESG, mais fondamentalement un rating ESG c'est une simplification d'une analyse souvent très complexe, très fine, qui touche à des éléments extra-financiers dans la vie de l'entreprise. Et donc par exemple les impacts que peuvent avoir ces activités sur l'environnement et les impacts que l'environnement peut avoir sur l'activité de l'entreprise, le social, donc notamment par exemple les relations avec les employés, les stakeholders, et aussi la gouvernance, donc comment l'entreprise se porte et comment ces stratégies peuvent être exécutées, est-ce qu'il y a des problématiques de conflit d'intérêts, ce genre de choses. Donc toutes ces analyses souvent sont synthétisées dans un rating simple, facile à appréhender. D'accord. Un petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui par exemple dans les produits au supermarché, vous avez des ratings, des labels qui vous disent un produit qui est bon, un produit qui est pas bon. De la même chose. Avec une note de A à F, effectivement. Sous l'immobilier, vous avez pareil sur la consommation et la performance énergétique. Et donc pour les entreprises, on voit depuis quelques années des ratings qui d'une certaine manière ressemblent aussi au rating de crédit obligataire, donc qui vous donne un petit peu une idée de la performance de l'entreprise. Donc l'idée c'est de rendre lisible finalement vis-à-vis des investisseurs et du grand public des stratégies ESG des entreprises, et donc ces entreprises font elles-mêmes appel à des entreprises qui vont donner des notations, mais là, chacun a un peu sa méthodologie, c'est ça ? Oui, disons qu'il y a une étape intermédiaire. Ça veut dire que les entreprises veulent quelque part capturer des flux financiers des investisseurs, parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui, selon des études récentes, il y a 2,7 trillions de dollars investis dans des stratégies ESG. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Les régulateurs, notamment la Commission européenne, poussent à ce que les investisseurs aillent dans cette direction. Donc du coup, les entreprises font tout pour avoir une bonne note. Pour avoir une bonne note, parce que normalement, ça drive, ça pilote des flux d'investissement. D'accord. Et donc du coup, ils sont obligés, la réglementation aussi aujourd'hui, depuis quelques temps, les oblige aussi à reporter certains critères. Néanmoins, chaque entreprise, chaque secteur, on n'est pas impacté de la même manière par les mêmes facteurs ESG. Comment on les rassemble pour arriver à une notation unique? Est-ce que cette notation représente un petit peu ce que l'investisseur peut s'attendre? Est-ce que sont comparables en Europe plutôt qu'aux États-Unis, une large cap plutôt qu'une petite entreprise, etc. Donc, quelque part, il y a beaucoup de débats sur cette capacité d'une notation agrégée à traduire un sentiment des investisseurs concernant justement des thèmes de durabilité. Et là, pour le coup, la Commission européenne a émis une proposition pour réglementer ce secteur. Tout à fait. Donc, c'est assez récent. Ça date d'une dizaine de jours. C'est le dernier endroit dans lequel la Commission européenne n'a pas encore réglementé. Donc, vous avez parlé tout à l'heure en plateau des reporting financiers pour les fonds, la disclosure et donc la transparence pour les entreprises. Il reste ce petit parti de l'architecture de la finance durable qui est les agents de notation. Donc, aujourd'hui, des investisseurs comme des asset managers utilisent ces ratings pour construire les propres portefeuilles. Sauf
que, à la différence des agences de notation de crédit, qui sont très strictement régulées, il y a des murailles de Chine entre les différentes activités, pour l'instant, aujourd'hui, ils ne le sont pas. Ce qui fait qu'il peut y avoir soit un problème de conflit d'intérêt. Bien sûr. Voilà, je vous fais un exemple très basique. Si à la fois vous êtes une agence de notation OEG, et donc vous donnez un crédit OEG, mais en plus vous faites un service de advisory pour la Bien même sûr. entreprise. Ouais. Parce que vous pouvez avoir plusieurs activités. Exactement. Donc, ou alors vous construisez des indices, donc du coup vous pouvez pousser ou pas une entreprise à être dans l'indice, donc c'est problématique. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est justement cette comparabilité. Encore un exemple, il y a eu des études, des recherches qui ont été faites depuis l'année dernière, je crois, dans lesquelles on peut montrer que, par exemple, parmi les 3 agences de rating crédit, il y a une très très forte corrélation entre les notations qu'on peut mettre sur les obligations. Donc, que vous preniez S&P, Fitch ou Moody's, grosso modo, on arrive à peu près au même résultat. On peut se dire que la méthodologie est similaire. Ou en tout cas, qu'on capture le même objectif qui est celui du risque de défaut. Ouais. Alors, sous l'OEG, ce n'est pas le cas. Donc, vous prenez différents providers, vous pouvez avoir une entreprise qui est très très bien notée chez le provider A, très très mal notée chez le provider B. Or, ça peut s'expliquer, néanmoins, du point de vue de l'investisseur et du client final, notamment un client particulier, c'est assez difficile, puisqu'il va se poser la question, pourquoi telle entreprise est dans mon fonds vert, dans mon fonds ESG, alors que je ne crois pas qu'elle soit aussi ESG que ça devrait l'être, etc. Donc c'est pour ça que la Commission... Et avec souvent des scandales, c'est pas forcément des scandales, mais des incompréhensions sur certaines entreprises. Tout à fait. L'exemple typique qu'on lit souvent, qu'on voit toujours, c'est par exemple l'exemple de Tesla. Or, on peut expliquer très bien pourquoi Tesla, typiquement, se retrouve avec une notation ESG qui n'est pas aussi bonne de ce qu'on pourrait imaginer pour une entreprise aussi disruptrice qui apporte une solution importante au problème de la mobilité green. Mais dans ESG, il y a S et G aussi. Il y a le S et le G qui sont importants. Néanmoins, c'est aussi important que l'investisseur puisse être confortable avec le fait qu'une entreprise comme Tesla, dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt une entreprise qui apporte une solution, donc elle devrait être plutôt bien notée. Or, ce n'est pas le cas chez la plupart des providers de données. Et donc, il y a ce mis-alignement entre l'attente et la réalité. Et donc, c'est pour ça que c'est important que ces méthodologies soient transparentes, claires, pour que l'investisseur puisse faire la part des choses. Qu'est-ce qu'on essaie de mesurer ? Est-ce qu'on veut mesurer une solution ou est-ce qu'on veut mesurer une qualité globale de durabilité ? On a vu ça effectivement avec des entreprises dans le tabac également, qui a à peu près effectivement la même problématique. Alors, quelles sont les propositions de la Commission européenne ? Alors, il y en a plusieurs. J'en retiendrai 2 qui, à mon avis, semblent être assez importantes et qui peuvent avoir vraiment un impact important dans notre secteur. La première, c'est évidemment que les agents de notation devraient être régulés par l'ESMA, qui est l'autorité européenne, un peu comme les agences de notation de crédit. Donc finalement, on ne pourra pas construire des stratégies, des fonds, ou faire du conseil avec des ratings pour lesquels un régulateur n'a pas regardé dedans. Donc ça, c'est le premier point, c'est très important. Ça a été plutôt bien accueilli par le secteur, donc je pense que c'est une mesure qui peut aller assez vite. Donc toute agence de notation devra être régulée ou ne pourra plus exercer. Voilà, le détail étant, toute agence de notation, un peu comme les providers d'indices, toute agence de notation qui veut s'adresser à un public européen, les banques, les assureurs, les asset managers, devra être régulée par l'ESMA. Or, compte tenu de l'importance du continent européen dans la finance mondiale, cela veut dire que toutes les grandes maisons d'agences de notation vont devoir être régulées par l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier point qui est assez consensuel. Et le deuxième point, qui est celui, à mon avis, qui va causer un petit peu plus de débat, c'est que la Commission européenne a proposé de séparer de manière très nette l'activité de notation OEG avec d'autres activités. Les indices, l'advisory ou alors les ratings crédit. Parce que vous imaginez, si vous faites à la fois le rating d'une obligation et le rating ESG, on peut avoir potentiellement des conflits d'intérêts. Cette séparation pourrait être accueillie de manière pas forcément plus froide de la part des acteurs, puisque aujourd'hui on voit de plus en plus de concentration, notamment chez les anglo-saxons. Aujourd'hui en Europe, on est dominé par des agences de notation anglo-saxonnes, et ça a aussi un impact aussi sur la perception du rating ESG qui n'est pas le même en Europe. Et donc ça, ce sont les 2 points qui sont les plus importants de la proposition européenne. Il y a eu des réactions
réactions justement assez. Vous mentionniez effectivement que le premier point avait été plutôt bien accueilli. Le deuxième point, il y a eu des réactions aussi peut-être du marché sur ces sujets-là. Le marché il s'inquiète essentiellement pour une raison de oligopole et de coûts. Parce que quand on parle des gros efforts de réglementation, c'est typiquement les grandes agences qui vont pouvoir faire l'effort de mettre tout en place. Et pour les plus petites, c'est plus difficile. Donc on ne voudrait pas se retrouver comme on est aujourd'hui dans le cas du crédit, où fondamentalement vous avez 3 agences de notation. D'accord. C'est des acteurs mineurs, mais voilà, ce sont les 3 qui tout le monde regarde. Une crainte que le poids réglementaire ne vienne favoriser que les grandes structures. Celles qui ont les moyens de pouvoir implémenter, parce que ce sont des coûts de compliance très importants. Ça demande aussi une capacité à pouvoir adresser ces demandes de réglementation qui ne sont pas pour une petite entreprise, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est lié aussi à un problème de coût. D'accord. Voilà, le coût de la data, on sait que ça devient c'est de plus en plus important. Et le deuxième point, c'est lié beaucoup plus aux méthodologies. Ce qui fait que quand vous avez très peu d'acteurs et que ces acteurs vont devoir converger d'un point de vue méthodologique, d'une certaine manière, et si ces acteurs ne sont pas européens, donc ils vont apporter une éthique, une culture, une approche anglo-saxonne. D'accord. Ce qui froisse un petit peu les acteurs européens, puisqu'on n'a pas du tout la même vision dans les sujets de durabilité. Et d'ailleurs, vous l'avez sans doute vu, il y a quelques jours, l'ISSB, qui est Bien sûr, une autorité des réglementations et du standard de reporting, avec une approche très anglo-saxonne, a publié ces recommandations qui vont être probablement accueillies, qui sont très différentes de ce qui ont été mis en avant par la Commission européenne, par le FRAG. Donc c'est un sujet assez... Parce que là, il y a même un enjeu, j'ai envie de dire, de soft power, c'est-à-dire quelles sont les normes comptables qu'on utilisera demain pour calculer effectivement la note ESG des entreprises. Est-ce qu'on se basera sur un système européen ou sur un système anglo-saxon? Et il faudra que le système devienne global pour être fonctionnel, donc il faudra bien qu'on choisisse entre l'un des deux, c'est ça? Aujourd'hui, les investisseurs, ils investissent sur le marché américain, sur le marché émergent, sur le marché européen. Donc, ils ont besoin d'une certaine comparabilité. Or, si vous avez des normes qui mettent en avant la matérialité financière, en gros, qu'est-ce qui peut avoir un impact sur le business du point de vue ESG? Donc, qu'est-ce qui peut me coûter de l'argent en termes de coûts légaux, des coûts environnementaux? Et d'autre part, vous avez pour les entreprises européennes la double matérialité. Donc, bien sûr. La matérialité financière, mais aussi les impacts que l'entreprise va avoir sur l'environnement, par exemple, sur le social. Et du coup, vous n'allez pas forcément avoir une base comparable. Et donc, une entreprise européenne, toute chose égale par ailleurs, pourrait se retrouver désavantagée puisqu'il va devoir coter avec un multiple plus faible. D'accord. Parce qu'il y aura cette double matérialité. Et donc, du coup, pour le coup une avancée phénoménale. C'est une avancée importante parce que du coup, les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est une entreprise qui sait maîtriser ses risques ESG, et donc du coup qui n'est pas qui puisse protéger un petit peu la valeur, mais que aussi elle soit capable de pouvoir apporter sa contribution aux grands changements auxquels on s'attend. Donc la transition bas carbone, une société plus juste. Et donc ça, c'est ce qu'ils veulent l'investisseur. Or, si les entreprises européennes le font, mais celles, américaines ne le font pas, on peut y parier que, par exemple, le multiple américain sera plus élevé que le multiple européen. Parce que la proposition récente de l'ISSB, si je caricature, dites-moi si je me trompe, n'intègre simplement le coût financier d'un risque climatique sur l'activité de l'entreprise, mais pas du tout l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Exactement. D'accord. Donc, climatique et autres, et éventuellement, ça pourra être étendu dans le temps, mais effectivement, c'est combien ça peut coûter en termes de chiffre d'affaires, en termes de réputation, ces aspects-là, mais le fait que l'entreprise, par ses propres activités, puisse avoir un impact négatif sur son environnement, sur le social, cela ne sera pas pris en compte. Et donc, en tout cas, pas à l'heure actuelle. Pas à l'heure actuelle. Et compte tenu de la situation aux États-Unis, je ne crois pas que ce soit un sujet à bref échéance. On aurait encore beaucoup de questions, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Carmine De Franco, d'être venue détailler un petit peu les enjeux en matière de rating ESG et de réglementation, donc en Europe, mais pas que, aux États-Unis ou en tout cas dans le monde anglo-saxon également. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche chez Osiam. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct pour un nouveau numéro de Smart Bourse.